Alors, bienvenue sur Wikidata, la chaîne des données du code. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir avoir Jean-Philippe Cohen qui est là avec nous, donc alias John Cohen, et lui, il travaille actuellement dans le domaine de la data science, et je me suis dit que vous, en tant qu'abonné, vous seriez probablement intéressé par le travail qu'il fait. Donc, de base, il vient du domaine du management et du marketing, et maintenant, il est fondateur de l'entreprise OPFEX. Alors, c'est un informaticien, data scientist, autodidacte, il a une longue carrière derrière lui. Et en tant que data scientist, bah, il a quand même pas mal de capacités. Il est passionné par les projets open source et comme preuve, il a fait 13 packages sur R et un livre intitulé JavaScript for R. Et je l'ai invité pour qu'on parle de son parcours et de son expérience. Donc, merci Jean-Philippe d'être là et d'avoir accepté cette interview. Merci de m'inviter, Vastin. Merci beaucoup. Super. Alors, j'aimerais commencer par une première partie où en fait on va t'introduire et savoir qui tu es, comment on pourrait te situer. Et donc, j'ai une première question pour savoir, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours académique et professionnel qui t'a amené à devenir data scientist? Oui. Alors, peut-être des data scientist, je suis pas vraiment data scientist. Moi, j'ai fait beaucoup de... Je crois que c'est ce que je voulais faire pendant longtemps, sans savoir ce que c'était, comme beaucoup de gens, juste parce que ça a l'air cool. Data scientist, ça fait bien. Puis j'ai découvert ce que c'était pas trop mon truc. Donc moi, je suis plus dans tout ce qui est l'aspect software et écrire du code, des genres de choses, quoi. Euh, Mon parcours académique, je peux essayer, je sais pas combien de temps j'ai pour te la faire, mais c'est un peu, c'est pas, c'est un parcours peu commun, on va dire. Donc moi, à l'école, je m'en sortais, enfin, je raconte ça parce que je crois que ça peut être intéressant pour certaines personnes, mais moi, à l'école, je m'en sortais vraiment pas, quoi. Donc j'ai dû redoubler, je sais pas comment ça se dit, moi je suis belge, ça s'entend peut-être un peu à mon accent, mais Ouais. en Belgique, c'est comme ça s'appelle, quoi. J'ai dû redoubler, j'ai dû faire 3 ans et j'étais en train de redoubler une quatrième année. Donc j'avais pas Mhm. mal de retard. Et je peux pas te le dire parce qu'on en avait parlé un peu avant ou quelque chose lié à ça. C'est-à-dire que je me souviens, je suis en train de redoubler ma quatrième année, je reviens avec mes notes de cours et je donne ça à mon père. Je le vois tirer une de ses têtes, à se dire que j'étais de nouveau en train de rater. Et il avait Mhm. entendu parler d'une école un peu étrange qui était tenue par un seul prof, qui était connu pour prendre des cas comme le mien et essayer de leur faire rattraper le retard qu'ils avaient pris, tu vois. Mhm. Et, euh, et je me souviens, on est allé visiter cette école en se demandant quelle était la méthodologie que le prof avait sans doute développée, une méthodologie assez magique, tu vois. On t'imagine toujours quelque chose, peut-être une méthode qui vient de Chine ou de Norvège, c'est quelque chose de très intéressant, et en fait, pas du tout. Mhm. Il nous avait dit, bah, il m'avait dit, t'as 3 4 ans de retard, faut faire 3 4 ans de travail en un. Et c'est ça que j'ai fait. Et du coup, tu m'avais Mhm. parlé avant de comment je faisais pour maintenir tous mes trucs open source, où c'était beaucoup de boulot, ben, c'est un peu ça, mais en fait, c'est un peu ce que je fais. Moi, je bosse beaucoup, j'aime bien ça, Mhm. j'aime bien ce que je fais. Et ça a commencé à ce moment-là, quoi. Donc, j'étais dans cette école où j'ai fait, c'était quoi? C'était de 8 heures du matin à 5 heures du soir, du lundi au vendredi. Samedi matin de 8 à 12. Pas de vacances, donc juillet et août, c'était sur les bancs d'école. Et Wow. puis, dans la période des 3 à 4 mois qui menaient aux examens, tu avais jeudi soir de 8 à 10 heures du soir pour les sciences dures. Ouf. Ouais, Ouais. j'ai fait ça pendant 2 ans, tu vois. Et en fait, Mhm. j'ai adoré ça, quoi. Et j'étais pas le seul, il y a plein de gamins qui étaient là-bas. Et grâce à lui, j'ai un peu réussi à finir mes études secondaires. Et puis, je suis allé à l'université et j'ai refait tout mon foirage que j'avais fait avant. Donc, déjà en première année, j'étais en train de rater. Et là, je te la fais un peu plus courte, mais je retrouvais un autre truc, un autre système similaire en Angleterre où ils faisaient ton baccalauréat en 2 ans au lieu de 3. Et Mhm. moi, j'ai fait un baccalauréat de marketing. Donc, je finis un peu tard, ça. Je finis à quoi? À l'âge de 24 ans, je finis avec juste un baccalauréat, j'ai pas fait de master. Mais à ce moment-là, je sais pas écrire une ligne de code, je sais même pas ce que c'est, quoi. Et Mhm. puis, je finis, je finis j'obtiens mon baccalauréat en 2012. C'est le pire moment de la crise économique en Europe et je dois trouver un travail. J'ai mon père qui me dit, bon, voilà, maintenant, t'as fini, tu vas te nourrir, tu vas trouver quelque chose. Et je trouve rien, pas un stage, rien. Personne ne voulait rien donner. Mhm. C'était Wow. l'horreur. Donc, moi, naïvement, j'avais fait des études en marketing à l'époque qui parlait des BRICS countries, là, les Brésil, Russie, Inde et Chine, là où l'économie était en croissance. Donc, j'ai envoyé mon CV partout. Sauf la Russie, je crois. Je crois que c'était un peu... C'était pas aussi sexy que les autres pays, donc j'ai pas envoyé. J'ai envoyé mon CV partout et il y a une Mhm. boîte en Chine qui est revenue vers moi et qui m'a dit, ah ouais, est-ce que vous êtes intéressé? Et c'est là que j'ai fait un boulot de... Donc, je suis parti en Chine. Au début, c'était censé être pour un stage de 6 mois.
Mhm. Et j'ai adoré. Je suis resté 5 ans. Et j'ai fait. Et c'est là que c'était mon premier boulot, c'était social media analyst. Mhm. Bon, analyste, c'est pas vraiment ça, quoi. Tu écrivais des rapports, c'était un peu bidon. Mais je sais pas, moi j'aimais bien, je prenais goût. Mhm. Ça m'intéressait, tu vois. Il y avait quand même un peu de data que je commençais à chipoter en Excel en plus, quoi. Et j'arrivais à faire des trucs cool en Excel encore à l'époque, je me souviens. Je pouvais faire avec les formules, je faisais des formules gigantesques et tout. Et Ouais. puis une chose mène à l'autre et je tombe dans R, juste parce que mes recherches Google avaient mené à, oh, il y a ce langage R, il y a un package pour faire du text mining, TM package. Mhm. Et j'ai commencé à apprendre ça sur le côté. Et ouais, du coup, j'ai fait ça pendant quelques années en Chine, en changeant d'une boîte à l'autre, en faisant d'autres boîtes tech, mais beaucoup dans analyste, vraiment pas data scientist. Je faisais pas des modèles compliqués ni rien. Mhm. Euh, Parce que ça, par exemple, tu vois, enfin, moi, je trouve ça intéressant. La programmation, écrire du code, je crois on sait l'apprendre soi-même pour la plupart. Tu écris Mhm. du code, tu fais tourner, ça tourne pas, ça fait ce qu'il faut, ça fait ce qu'il faut pas. Mais Ouais. les stats, c'est beaucoup plus compliqué à apprendre tout seul. On peut essayer de s'y mettre, mais après, il faut interpréter. Et je le savais pertinemment bien qu'à chaque fois que je faisais tourner quelque chose, je pouvais pas interpréter les résultats moi-même. Mhm. Et aussi, honnêtement, ça m'amuse pas, quoi. Moi, je connais des data scientists ou des gens comme toi. Tu leur donnes un dataset et ils savent passer des mois dessus à essayer de creuser, à trouver des relationships et des trucs. Et moi, moi, avec le dataset, après 3 jours, j'en ai marre, quoi. Ouais. Ouais. Je, je veux bien Mhm. construire et bouger, quoi. Ouais. Mais du coup, j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, c'est après 5 ans, c'est là que je me retrouve. Après 5 ans, oui, j'étais là. Je finis après 5 ans en Chine. Je suis dans une boîte tech en Chine. C'est Cheetah Mobile, elle n'est pas connue ici, mais en Chine, c'était gigantesque. C'était Mhm. assez sympa avec un campus à la Google, comme ça, avec des petits vélos pour aller. Le café gratuit, c'était cool. Et j'avais bossé sur une boîte je faisais data analyst sur une de leurs applications qui était un news aggregator. Donc ça prenait des news de plein de sources, ça te le mettait ensemble dans une app et moi je faisais de l'analyse de données dessus. Et Président Xi Jinping a été élu, qui a décidé que comme on était dans les news, on était censé être des journalistes et j'étais censé avoir un visa de journaliste, qui est impossible à obtenir en Chine. Et du coup, je me suis fait foutre dehors Oh non. une semaine après m'être marié, donc c'était pas très rigolo. Ouais. Mais voilà, avec ma femme aussi, elle était intéressée de venir en Europe, j'ai envoyé de nouveau, j'ai fait un peu la même chose. Mais là, je Mhm. vois par exemple, juste pour l'histoire, j'ai utilisé mon marketing, j'avais fait un site internet, c'est la seule chose que j'ai fait qui est partie un peu virale à l'époque. J'avais fait un site internet qui s'appelait hirejohn.com. Avec ma femme, elle voulait elle n'était jamais venue en Europe, donc Mhm. je lui dis, bon, on va lui montrer. Elle voulait faire un tour, quoi. Donc moi, j'arrivais, je suis belge, donc j'atterrissais à Bruxelles. Enfin, on atterrissait à Bruxelles. J'ai emprunté la voiture de mon père et on avait un Mhm. mois et je faisais le tour. On passait par la Suisse, nord de l'Italie, jusqu'en Espagne, Barcelone, et puis on remontait, quoi. Et du coup, j'avais fait le site hirejohn.com et j'avais mis la carte avec les dates où j'étais. Et tu pouvais Mhm. cliquer et booker une interview avec moi, avec mon CV et avec deux, trois trucs, projets open source que j'avais fait à l'époque qui n'étaient pas terribles. Mhm. Mais voilà, et c'est parti viral et j'ai eu plein d'appels et plein de trucs. Wow. Et quelques interviews sur le chemin Mhm. c'était notre lune de miel avec ma femme, donc elle n'était pas toujours ravie que j'allais faire une interview avec, sur le chemin, mais enfin, voilà. Mhm. Et de là, ouais, c'est le Forum économique mondial à Genève qui m'a engagé. C'est là comme ça que je suis arrivé en Suisse, et c'est comme ça qu'éventuellement on se rencontre. Mhm. Euh, et du coup, ça, je fais pendant 3 ans, oui, 3 ans et demi. Et après, à ce moment-là, à ce moment-là, je faisais beaucoup d'open source. Moi, j'adorais ça. Mhm. Et je commence à avoir un petit nom, une toute petite marque un peu dans le petit milieu de R et de Shiny. Mhm. Euh, Et je commence à avoir de la demande de gens qui me demandent est-ce que vous faites du consulting? Est-ce qu'il y a moyen d'utiliser, enfin, que nous aidiez dans certaines choses? Et du coup, je me dis, bon, voilà, j'essaie de lancer mon truc. Et en plus de ça, j'ai eu un peu de chance, enfin, j'ai eu beaucoup de chance là, sur trouver un ou deux clients pour me lancer. Mhm. Et voilà, et donc maintenant j'ai monté cette boîte Opifex et c'est ça que je fais depuis, ça fait 4 ans. Maintenant je viens de boucler la quatrième année. Euh, ah ouais. Mais bon, c'est une société, c'est que moi, tu vois. Bon, Mhm. c'est pas comme si j'avais monté une start-up qui faisait des millions. C'est que moi, mais ça tourne depuis 4 ans. Ouais.
Bah, c'est vrai, c'est quand même un sacré projet. Je connaissais vraiment pas tout ton background. C'est vraiment très Hmm. intéressant de voir comment t'es passé bah, du secondaire, là où peut-être tu avais à redoubler, jusqu'à Ouais, maintenant, en fait, où tu as recréé ta propre société. Et ton passage en Chine, il était aussi très intéressant. C'est ouais, incroyable. Ah, ouais. punaise. Ouais, je le partage, pas comme, pas pour essayer de communiquer que je suis une grande réussite, tu vois, mais que je crois que pour essayer, peut-être qu'il y a quelqu'un qui écoute et qui est un peu en train de galérer dans certaines choses à l'école, faut pas perdre, faut pas baisser les bras, quoi. Faut pas Bah, baisser les je bras. te rejoins sur ça. J'ai aussi redoublé 2 fois avant de Ah finir là où ouais? je suis. Donc, ouais, Alors là, c'est tu souvent ce vois. qu'on pense, c'est que le redoublement, on a l'impression que c'est juste des gens qui n'y arrivent pas. Mais en fait, comme toi, j'ai dû apprendre à prendre en fait un travail, à travailler beaucoup plus régulièrement et à, en fait, à me surcharger peut-être par moment. Mais oui, c'est faisable en fait. Et c'est pour ça que je Ouais. trouve ton parcours très inspirant. Bah, merci beaucoup de l'avoir partagé. Bon, avec plaisir. Mais ouais, mais je suis comme ça. Enfin, moi, je disais ça en partie parce que tu m'as demandé comment je faisais pour maintenir tous ces projets que je Mhm. maintiens plus vraiment, pour être honnête maintenant. Enfin, j'ai beaucoup de choses que quand j'ai construites, que j'ai partagées. Je sais plus combien de repositories publics j'ai sur GitHub, mais je crois que j'en ai eu 150 au total, quelque chose comme ça. Ils sont pas tous des gros trucs, hein, Mhm. mais ouais, je sais pas, quand je suis tombé dedans, quand j'étais un peu jeune, travaillais un peu beaucoup, quoi. Et c'est ça c'était ça qu'on m'avait un peu inculqué à l'époque, quoi. La valeur du travail et te mettre à fond dans quelque chose, ça, je sais pas. Moi, je vis un peu pour ça, quoi. Ouais, ouais, ça c'est trop cool. Et je fais toujours ça un peu trop aujourd'hui. Je fais un peu moins maintenant parce que rien qu'à voir la société, c'est beaucoup de boulot. Tu sais, le Mhm. marketing, les gens me connaissent pour l'open source, donc je continue à en faire. C'est un peu ma carte de visite. Ça fait beaucoup de boulot, donc faire tourner ça, faire des talks, faire ma compta, faire le marketing, ça fait plus toutes les heures. Juste de vrai travail où tu es payé, donc Mhm. tout ça, ça fait beaucoup, quoi. Ouais, Mais bon, je me plains j'imagine. pas. Moi, j'adore ce que je fais et ça se passe bien, quoi. Incroyable. En tout cas, c'est cool que tu aies trouvé un projet, un travail qui t'anime. Ouais, merci. Ouais, ouais, un peu eu cette chance. Mais d'ailleurs, pour parler de l'animation, qu'est-ce qui t'a en fait poussé, après que tu aies travaillé justement au forum à Genève, de passer directement vers ta propre société? Qu'est-ce qui t'a inspiré et surtout, pourquoi avoir choisi quelque chose comme R, par exemple, pour ce projet? Ah, moi, ça, c'est une bonne question. Je sais pas, depuis que ça, c'est un peu depuis que je suis beaucoup plus jeune que ça, dans le milieu dans lequel j'ai grandi. Mon père avait monté une société aussi, mais bon, c'était similaire, un peu similaire à ce que je fais. Pas en nature, mais c'est aussi, il a fait tourner une société pendant 40 ans, c'était le seul employé. Et Mhm. tous mes oncles, c'est ça qu'ils avaient fait. Et aussi, jamais monté des Facebook qui sont devenus des milliardaires, tu vois, mais c'était tout dans ce milieu-là. Et tous ses amis, c'était des gens qui faisaient tourner des petites SMI, tu vois, des petites PME. Mhm. Et je me suis toujours dit, ah, j'ai envie d'essayer, quoi. J'avais absolument envie d'essayer. Et du coup, quand j'étais à Genève, euh, bon, je sais que les gens n'aiment pas parler d'argent, parce que c'est un peu sale, mais en Suisse, il faut quand même, pour la plus petite société que tu peux montrer, c'est une SARL, il faut 20 000 de capital. Ah ouais. Et j'avais pas, Mhm. quoi, moi, j'avais pas un rond. Quand je suis arrivé en Suisse, Mhm. j'avais du renminbi chinois et c'est pas allé très loin, tu vois. Donc, Mhm. je m'étais, avec ma femme, on s'était mis dans un studio, un petit studio de 45 mètres carrés pour réduire mon loyer au max, que je puisse mettre de l'argent de côté. Et ça Mhm. tombait à pic, quoi. J'ai aussi eu un peu la chance, enfin, la chance, c'est à moitié la chance, mais j'ai monté ça en plein Covid, en fait. Parce que, Ah. en plein Covid, pour tout ça, il y avait énormément de demandes. Parce que tout ce qui est tech et tout ça, ça montait à fond. Tous les marchés montaient, les boîtes avaient besoin de plus de main-d'œuvre, tu vois, et plus d'employés. Mhm. Mais en même temps, ils n'osaient pas engager parce qu'il y avait cette incertitude et tout ça. Et prendre un employé qui a un coût fixe pour eux, ils n'osaient pas, tu vois. Ouais, Et ouais. à ce moment-là, j'avais eu beaucoup de demandes, quoi. Euh, ouais, à ce moment-là, j'ai eu beaucoup de demandes et c'est ça qui a un peu aidé, quoi. Mhm. Ouais, R, c'est juste parce que tu sais, depuis, moi, j'ai appris d'autres langages. On en parlait juste avant qu'on commence à enregistrer. Moi, j'adore Go, ce genre de choses. Je préférais faire du Go toute la journée que du R. Mais Ouais. R, c'est juste, c'est ma langue maternelle de programmation. C'est juste la première Mhm. que j'ai appris. Et ouais, j'ose dire, je suis pas un super programmeur R, mais j'ose dire quand même que je suis assez à l'aise. Tu vois, il y a des problèmes peut-être que dans certains langages que je suis encore en train d'apprendre, que j'estime encore en train d'apprendre où je peux Mhm. me rencontrer des problèmes que je sais pas résoudre, tu vois.
ou pas tout de suite, tu vois, où je dois me mettre à lire, à faire beaucoup de recherches et tout ça. Et en R, c'est pas vraiment le cas. Je suis assez à l'aise. Je peux toujours trouver une solution à ce que je veux faire, quoi. Et du coup, ça se marie assez bien pour tout ce qui est consulting où t'es payé à l'heure et généralement, les gens s'attendent à ce qu'il y ait un certain. Ou bien ils s'attendent à ce qu'il y ait une certaine qualité, ou bien ils emploient des consultants spécifiquement pour des problèmes assez difficiles ou peu communs, tu vois. Mhm. Parce que si c'est quelque chose qu'ils savaient déjà résoudre, ils t'appelleraient pas, ils ont sans doute déjà des employés pour le faire. Ouais, ouais, clairement. Ah, ok. Donc en fait, Ouais. ça c'est bien, comment dire, enfin, tu as eu la bonne période durant le Covid et ensuite, c'est le fait que tu aies travaillé dans R et que surtout tu aies des bonnes compétences et tu es un peu de débrouille aussi pour pouvoir rentrer facilement dans le secteur en quelque sorte. Ouais, et c'est beaucoup pour moi, hein. Donc moi, je sais pas, moi, j'essaie toujours d'encourager les gens à essayer. Tu vois, si tu as ça Mhm. dans ta tête quelque part, tant que tu sais manager, ben, oui, il y a un aspect financier évidemment. On a tous besoin, on a tous des loyers à payer et tout. Et juste dire, je vais monter ma boîte et puis me retrouver coincé, c'est pas très rigolo évidemment. Mhm. Mais tant qu'on est jeune et qu'on sait encore manager ça, et si ça passe par la tête, il faut l'essayer. Et je ne sais pas dire comment, parce que moi, j'ai jamais fait de cold calling, j'ai jamais essayé de décrocher des clients comme ça. Mhm. C'est vraiment Mhm. tout l'open source, quoi. Et c'est tout le boulot open source que j'avais fait avant qui a fait que bon, j'étais pas totalement inconnu quand on me croisait, quoi, et que on pouvait peut-être penser à m'engager. Et ça, et honnêtement, et pour ça, tu vois, par exemple, ça, moi, ça m'aide énormément. Mhm. Enfin, c'est en vérité plus. Pour trouver un boulot pour les interviews, pour Mhm. moi, c'est un peu difficile, c'est parce que devant un HR, mon CV, il n'est pas terrible, hein. Mhm. J'ai pas d'études en computer science, pas d'études en stats. Pour tous les jobs pour lesquels j'apply, si les gens ne connaissent pas mon travail open source, mon CV, il part à la poubelle tout de suite. Je le sais, on me l'a dit d'ailleurs. Quand je suis arrivé au forum, on m'avait Ah. dit, ah, c'est parce qu'ils avaient fait une erreur, ils ont dû repêcher des CV de la poubelle, ils ont repris le mien. Enfin, un de ceux qu'ils ont repris, c'était le mien, tu vois. Donc c'était un Mhm. peu par chance de nouveau. Mhm. Mais quand t'as une société et que tu es en consultant, c'est pas un CV comme ça que tu donnes. Les gens regardent un site internet, ils regardent tes projets. Mhm. Quand tu dis à quelqu'un, est-ce que vous savez faire ce travail-là? Tu vas dire, ben oui, regardez, je l'ai déjà fait. Il y a des trucs open source, il y a des talks dessus. Donc pour moi, me vendre comme consultant, en vérité, c'est plus simple que me vendre en essayant d'avoir un boulot plein temps, tu vois. Mhm. Parce que j'ai pas le CV que les gens généralement recherchent. Bien que je crois souvent chez faire le travail, et ça c'est pas nécessairement ça, CV qu'ils espèrent trouver, quoi. Ah ouais, bah, c'est intéressant comme perspective. C'est vrai que je m'en rendais pas compte parce que on est toujours dans une perspective où on nous dit ah bah tiens, il faut que vous envoyez votre CV, envoyez votre lettre, etc. Mais aussi parfois on dit que, enfin, j'ai l'impression que parfois on dit que l'open source c'est vraiment pour les gens qui sont super passionnés et en fait ça rapporte rien, etc. Mais je vois que ça a beaucoup de valeur dans ton parcours. C'est Euh, Pour moi, et, incroyable. et ça, par contre, ça, je veux dire que c'est pas que pour moi. J'ai rencontré, Mhm. bah, du coup, toutes les autres boîtes que je vois dans mon petit milieu de R et de Shiny, c'est plus ou moins tous la même chose, quoi. C'est Mhm. pas toujours un individu, mais c'est une boîte et c'est beaucoup de open source et de choses comme ça, quoi. Ouais. C'est ça qui donne de la crédibilité, en fait. Waouh. Ah bah super, bah merci beaucoup pour cette information, c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et ben justement, bah alors tu disais que c'était pas vraiment ton rôle de data scientist, mais t'es plutôt software engineer. Ouais. Et est-ce que peut-être tu peux nous expliquer en quoi consiste ta journée en tant que, enfin ta journée de travail type, qu'est-ce que tu fais? Peut-être ça intéresserait pas mal de monde. Ah ouais, non, c'est une bonne question. Bon, c'est pas super sexy, c'est pas très intéressant. Écoute, Ouais. moi, je suis plus du soir, donc je travaille tard le soir. Et puis, je me lève un peu trop tard le matin. Mhm. Je commence ma journée 9 heures au plus tôt, quoi. Bon, j'ai Ouais. la chance, évidemment, vu que je suis mon propre patron, je peux bosser depuis la Mhm. maison. Donc ça, c'est un peu un certain luxe. Et mais généralement, moi, je passe mon temps derrière un terminal, quoi, toute la journée. Moi, j'aime bien juste m'asseoir, je passe mon temps derrière le terminal, je fais une pause lunch d'une demi-heure. Mhm. Ma femme me tire dehors pour faire une promenade pendant une heure, et sinon, Mhm. je suis derrière le terminal toute la journée, quoi. C'est là que je me sens bien. Mhm. Et c'est comme ça que je, c'est vrai comme ça que je raisonne, ou que je préfère même, ouais.
j'aime pas tellement penser au problème plutôt qu'essayer de. Moi, je joue le terminal, j'essaie quelque chose. Et parfois, c'est 1 heure de perdu, mais je sais pas, j'avance plus vite dans mon raisonnement et dans tout en essayant les choses. Mhm. C'est presque une de mes croyances que si on est dans le domaine du software, le code doit être pas cher, tu vois. Le code Mhm. n'est pas cher pour moi d'écrire et c'est pas cher de l'effacer, tu vois. Donc j'essaie d'itérer assez rapidement et ça marche pas toujours très bien, hein, mais c'est comme ça que je fais. C'est comme ça que je fais. Donc ma journée moyenne, c'est rien de très excitant à ce niveau-là, quoi. Ouais. Bah, en tout cas, ce que je note de cette journée type, c'est que au moins tu as la flexibilité de l'horaire. C'est quand même un rêve pour beaucoup de gens parce que je connais des personnes qui se lèvent à 6 heures, qui se plaignent tout le temps et en fait qui peuvent pas décider ce qu'elles font. Mais comme tu l'as dit, être son propre patron, ça a l'air quand même pas mal. Donc, du coup, est-ce que toi tu fais quand même la distinction entre week-end et. Enfin, est-ce que tu travailles aussi week-end ou est-ce que tu fais pas de distinction entre week-end et semaine, journée de travail? Ouais, ça c'est bon, ça. Mais ça dépend en fait, ça dépend. Donc j'ai quand même des clients qui ils ont une attente que je sois quand même en ligne au cas où il y a un problème ou quoi. Donc j'ai une certaine disponibilité à faire aux heures Mhm. normales. Ouais. Maintenant après, ben, par exemple aujourd'hui, c'est vrai que oui, ça pour ça c'est assez luxueux parce que je peux me permettre de. Aujourd'hui j'y arrivais pas, tu vois. Donc aujourd'hui je crois que j'ai fait six, je dois loguer toutes mes heures, donc je les log. Je crois que j'en ai fait que 6, tu vois, des heures au lieu des 8 Mhm. que je devrais faire. Mais c'est pas grave, je sais que je vais mettre 2 heures samedi ou dimanche, ou un peu quand je veux. Mhm. Euh, donc, de- en général, la règle, c'est que la flexibilité m'aide beaucoup, mais c'est plus pour les petites choses, tu vois. Je peux prendre un rendez-vous chez le dentiste quand je veux. C'est plus pour les trucs comme ça que ça arrange énormément. Mais au Mhm. final, je fais une semaine plus ou moins normale, quoi. Ouais. Sauf mes heures qui sont un peu décalées, parce que j'aime bien travailler le soir, quoi. Ouais. Mais Je fais partie. les heures de client, les heures de consulting, généralement, c'est dans les heures normales, si tu vois. Donc, il y a Mhm. un certain overlap, quoi. Ouais. Ouais, intéressant. Et donc, tu fais partie de ces personnes qui rentrent dans leur zone lorsqu'il il commence à faire tard. C'est là où ton cerveau se réveille et s'émerveille. Ouais, je sais pas, j'aime bien. Il y a tout le monde dort et moi je fais mon truc tout un peu plus calme. Tu sais que tu sais, à passer 8 heures du soir, tu sais que t'as pas un email qui va aller foutre ta journée en l'air, tu vois. Ah, excuse-moi, je Mhm. suis en train, tu peux blipper ça. Mais tu sais tu sais que tu vas pas recevoir un email urgent, maintenant faut faire ça. Donc t'es un peu c'est un peu plus calme pour ce genre de choses, quoi. Ah ouais, Ouais. super. Ouais. Ouais. Et puis j'ai toujours été du soir. Il y en a certains qui sont du matin, hein. Je vois qu'il y en a qui se lèvent à 4 heures, qui aiment bien ça, qui finissent plus tôt, mais moi je les cale dans l'autre sens. Ouais. Ah, c'est cool en tout cas. Que tu puisses gérer ça, ça c'est sympa. Et Ouais, bah, je note en tout cas que ça donne des avantages. ouais, celui-là, c'en est certain, certainement un. Ouais. Et peut-être est-ce que tu as des projets qui t'ont marqué, par exemple quelque chose que tu as fait avant de commencer à OPFX ou pendant que tu étais à OPFX? Est-ce qu'il y a un projet qui t'a dit, enfin qui t'a particulièrement dit, ah bah tiens, en fait j'aime ce que je fais, ce que je suis en train de faire, ça a de la valeur, etc. Euh, oh, ça, c'est une bonne question, ça. Bah, non, en fait, non. En fait, non. C'est une Ah, mauvaise réponse à ta question. C'est pas. non, non, c'est une bonne, Mais hein. en fait, il n'y a rien il y a rien non, ben ouais, de nouveau, je sais pas, j'ai pas envie de la même réponse que d'habitude, mais c'est plus l'open source, quoi. L'open Ouais, ouais. source qui m'a. Parce que, parce qu'au boulot, je vais te le dire la vérité, au boulot, au final, moi, je m'en fous un peu. Tu vois. Enfin, moi, souvent, au boulot, je dis, pour un projet, je crois comme tout le monde, hein, Mhm, on s'investit et on dit, moi, je crois qu'il faudrait faire les choses de telle façon, je crois que ça me fonctionnerait mieux. Et. Et encore aujourd'hui, en tant que consultant ou avant en tant qu'employé, tu as souvent la même réponse. Tu as quelqu'un qui te dit non, on préfère faire différemment, alors on va faire différemment. Mais mhm. c'est pas trop grave parce que, écoute, moi, j'ai fait de mon mieux pour essayer de convaincre qu'il fallait faire autrement. Ouais. Et en attendant, si quelqu'un attend que je suis payé, c'est pas la fin du monde, hein. Mhm, Mais sur les projets open source, quand c'est les petites heures que tu passes le soir, où c'est vrai, au final, tu sacrifies quelque chose, tu pourrais très bien être avec la famille ou avec des amis dehors en train de t'amuser et tu passes ton temps à faire un projet. Même une issue qui est ouverte quelque part, indique qu'il y a quelqu'un qui l'utilise, quoi. Voir quelqu'un qui partage avec du eChart4, j'avais ça, un ou deux. Je m'en souviens un, j'ai plus mhm, le tweet, j'ai plus exactement ce que c'était, mais quelqu'un qui avait utilisé ça au travail
traquer des migrations, je crois, de pangolins ou un truc comme ça d'animaux. Et alors, il y avait des charts. Et je me suis dit, c'est Mhm. quand même, bon, voilà, ça a été utile à quelqu'un, tu vois. Rencontrer quelqu'un qui m'avait dit, je crois que c'était plus, ouais, je sais pas si je peux donner des noms, mais je crois que c'était quelqu'un qui m'a dit à la Zurich Assurance, ils avaient utilisé mon chart pour quelque chose. Enfin, voilà. Mais ça, là, de ça, je me nourrissais beaucoup. Mhm. Et encore Mhm. aujourd'hui, quoi, de voir que quelqu'un a construit quelque chose de sympa avec mon outil. Même, ou souvent, juste, peut-être qu'ils ont une application avec 10 000 lignes de code et il n'y en a que 100 qui utilisent un de mes packages, mais ça me donne quand même du plaisir, tu vois, de voir que ça a été utile, quoi. Ouais. C'était plus de Ah, ça que de travail, quoi. ouais. Et est-ce que je peux me permettre de, du coup, dire à tous nos abonnés que si jamais montre un peu de reconnaissance pour les personnes qui font les packages, ça compte beaucoup. Est-ce que tu me permets de dire ça? Oui, 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 absolument. Et moi, j'essaie de. Moi, bon, j'ai un gros biais, je le sais un peu plus parce que je fais beaucoup de ça, mais je le fais souvent moi-même. Je trouve Mhm. un email ou un message, pas par GitHub, mais toi, un email ou un Twitter ou un truc et t'envoies un message et tu dis merci, c'est vraiment sympa, quoi. Mhm. Ça, c'est Ouais. vrai. On a tendance à penser que tout ça, c'est gratuit et on pense pas que derrière, il y a des personnes qui ont passé du temps. Donc, Ben, c'est cool. ça a un peu changé, je crois, non? Depuis, Mhm. c'est peut-être moi qui ai une vision biaisée des choses, mais il y a du open source comme React, où tu sais qu'il y a des développeurs qui sont payés, en fait, Ah oui. un très chouette salaire à Facebook pour maintenir ça. Et puis, tu as d'autres projets qui sont définitivement pas financés comme ça. Et ceux-là, c'est bien de dire, de remercier les auteurs, quoi. Moi, je trouve. Mhm. Mais si on le fait pas et qu'on utilise le produit, c'est bon aussi, hein. Il faut pas se sentir forcé, quoi. Parce que la vérité, c'est qu'il y a beaucoup de l'open source que j'ai fait. C'est pas un sacrifice pour la communauté, tu vois. J'ai fait beaucoup pour moi parce que j'étais intéressé Mhm. et je crée quelque chose qui a aucune valeur commerciale. Ça sert à rien que je garde dans un repo privé juste pour moi, autant le mettre public. Euh, donc voilà. Donc faut pas se sentir obligé de remercier les gens non plus. Ouais, 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 je note. Mais en tout cas, moi, je te remercie pour tous les packages que tu as fait. D'ailleurs, eCharts for Air, je l'ai utilisé dans beaucoup de mes présentations, donc Ouais, merci. cool, cool. C'est bon à savoir. Et ah ben, d'ailleurs, je vais te poser cette question. Comment tu choisissais tes projets open source? Est-ce que tu y avais un motif ou est-ce que c'était vraiment sur un coup de tête, tu disais, ah tiens, j'ai envie de faire ça? Ah, c'est une position. Il y a un peu de tout. Mhm. J'ai pas vraiment de software pour prendre des notes. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont populaires. Moi, j'ai un repository sur GitHub avec des Markdown files et j'en ai un Mhm. avec des idées et je mets toutes les idées que j'ai qui me passent par la tête. Et ça, souvent, c'est des idées un peu farfelues ou parfois qui ont l'air des trucs que je sais pas faire moi-même ou j'ai pas encore les skills du moins, mais je me dis un jour peut-être. Donc, il Mhm. y a certains de ces projets, c'est comme ça, quoi. eCharts for R, ça a commencé comme ça. Il y avait ce package Plotly pour R. Et je me souviens utiliser ça, me dire, ah, c'est dingue ce truc quand même, c'est incroyable. Je sais pas comment ça marche. Et je me dis, je veux absolument comprendre comment ça fonctionne et essayer Mhm. de faire un truc similaire, quoi. Et du coup, j'ai fait eCharts for R, mais j'en ai fait quelques autres comme ça pour des visualisations. Donc, il y en a certains, c'est comme ça. Et à ce moment-là, c'est plus de l'apprentissage au début, du coup. Mhm. Surtout de me dire, j'ai envie d'apprendre comment ça fonctionne et je vais m'y mettre et autant le faire open source, quoi. Surtout que le faire open source, c'est vraiment, je sais pas comment expliquer, mais c'est Mhm. te dire, si t'es au travail et tu dis à ton boss, je vais faire un truc comme Plotly, et que tu sais pas le faire, c'est une grosse bêtise, parce qu'après, tu es coincé si tu n'y arrives pas. Mais de Ouais. l'open source, pour ça, c'est idéal. Parce que tu dois quand même travailler un peu à la présentation, à faire de la documentation. Tu ne sais pas non plus juste un script, parce que tu dois quand même penser un minimum à l'interface que tu fais, à l'API, à faire un truc qui a un peu de sens quand même à ce niveau-là. Mhm. Et du coup, moi, je trouvais ça le juste milieu entre faire un peu n'importe quoi dans un script Python ou R et faire un peu trop de commitment et de dire au travail de promettre quelque chose que tu ne sais pas faire. Donc, je trouvais ça parfaitement entre les deux, quoi, où tu as quand même un peu de, comment dire, risk-reward dans Mhm. tu promets, quoi, à toi-même. C'est entre toi et toi-même, évidemment. Mhm. Et il y en a d'autres, donc ça c'est une partie, mais ça c'est les projets un peu plus gros, un peu plus intéressants, et ceux ouais, qui sont un peu plus, auxquels je suis un peu plus attaché. Mhm. eCharts for R et Ambiorix, qui est le web framework Ah oui. que j'ai fait, ben ça tu vois, je crois que je travaille avec un mec maintenant dessus qui est Kennedy Mwavu, qui est au Oui. Kenya.
Oui, j'ai vu. Et lui aussi, il est passionné, mais on rigole à deux, quoi. Sur Twitter, on compte les utilisateurs qu'on a. Je crois qu'on a 15 utilisateurs du package. Mhm. Mais on adore, tu vois, donc on continue à bosser dessus. Donc ça, c'est vraiment juste à essayer d'apprendre et de comprendre comment ça fonctionne et de voir où ça Mhm. mène. Et il y en a d'autres, c'est juste parce que j'en ai besoin, quoi. Parfois, il y a des trucs où je me dis, je sais pas, j'ai besoin de quelque chose. Je me dis, pourquoi il n'y a pas de solution? Est-ce qu'il y en a une? Est-ce qu'il y a moyen? Je crée quelque chose. Et je me dis, ah, ben, autant le partager avec la communauté. Je crée quelque chose de public, quoi. Et ça donne parfois des petits trucs assez intéressants, quoi, je Mhm. trouve. J'en ai eu un, par exemple, comme ça, de projet un peu lié à ta question avant, qui m'a marqué dans ce que j'ai fait dans le passé avant la société. Il y en avait un, c'était Forum économique mondial. Mhm. Ben, moi, j'avais rejoint le Forum économique mondial après avoir quitté la Chine et quand le Covid a commencé, je sais pas, moi j'avais encore beaucoup de connexions en Chine, beaucoup d'amis et tout qui me disaient oui, c'était vraiment grave là-bas. Et Mhm. au tout début, et du coup, on avait fait un tracker, tu vois. C'est moi qui avais un peu lancé l'idée de faire un tracker. Moi, je dis qu'on était quand même un des premiers à le faire, parce que toutes les sociétés, tout le monde en a fait, des Covid trackers, il y en avait un peu trop. Mhm. Mais bon, au moins, on était un des premiers à le faire, tu vois. Ouais. Ouais. Mais on fait ça pour le forum et ça doit être live. Et je fais ça en Air Shiny. Mais Mhm. ça doit être live, open to the public. C'est pas juste un truc en interne, tu vois. Et Ouais. du Ouais. coup, ça passe au forum qui est une boîte, comment on va dire, old school, tu vois. Donc, Ouais. mon application, elle passe review devant des comités et des trucs. Et Mhm. sur Shiny, par exemple, il y a un truc où la session, tu vois, quand tu te connectes, elle est limitée dans le temps. Il y a un moment où si tu laisses la page ouverte trop longtemps, ça te déconnecte. Et quand Mhm. ça te déconnecte, ça te fait un écran assez dégueulasse. Et le comité dit, ah oui, ça va, mais ça, il faut enlever. On ne peut pas avoir ce truc de déconnexion. Mhm. Ah, je me dis, oh mon Dieu, non, parce que c'est impossible en fait. Tu peux pas, parce que R, c'est sur une thread et tout, donc tu devrais garder une Mhm. connexion ouverte. Tu peux pas. Du coup, je me dis, ah mon Dieu, comment je vais faire? Et c'est là que, par Mhm. exemple, j'ai fait un projet qui a eu assez de succès, ça s'appelait Sever. Je crois que c'est un peu moins utilisé maintenant. Mhm. Mais ça te permet juste de customiser l'écran des déconnexions, qui en fait, tout le monde se plaignait que l'écran était moche dans la communauté Shiny. Et personne n'avait jamais, je crois, essayé de faire quelque chose pour le Mhm. changer, tu vois. Et moi, j'ai juste rendu un peu joli. Et du coup, les gens font, oh, ok, ça va. Du coup, ça a été Oui. accepté, tu vois. Ouais. Euh, mais ça, c'est le genre de truc où c'était. Et du coup, ça, c'était mis un package que j'ai fait open source après. Mhm. Euh, Ouais, ouais. ouais, Non, c'est cool, franchement. Bah, en fait, ça vient aussi un peu des besoins que tu avais, quoi. ouais, Non, c'est classe. ouais. Donc, il y a les deux, ouais. Il y en a pour apprendre et il y en a juste des besoins. C'est deux grosses catégories. Ah, ça, c'est clair. Mais du coup, je vois souvent cette espèce de mime qui passe sur Internet avec, par exemple, un programmeur qui dit, moi, qui ai juste créé un petit projet pour le fun, et après, un utilisateur qui va vraiment l'utiliser et qui me demande de fixer des trucs. Est-ce que c'est vraiment une peur ou est-ce que c'est juste pour l'humour? Pour les open source, maintenant que j'ai ma société, les trucs que j'ai fait sur la page de GitHub de la société, ouais, là, c'est une peur dans le sens où il y a la marque qui vient avec, même au Mhm. titre personnel, un petit peu. Donc, maintenant, je mets des gros warnings partout quand c'est vraiment juste use it at your own risk. Tu vois ce que je veux Ouais, dire? ouais. Parce que euh, mais oui, pour certains, oui, peut-être. Mais il faut juste, oui, je sais pas, faut être honnête avec l'utilisateur aussi quand sur la page du projet. Et après aussi, c'est la façon dont tu le communiques, je crois, non? Parce que si tu vas sur un projet open source, même qui est plus ou moins connu, mais tu vois le mec, il a fait un site avec de la documentation. Il y a un README qui est populé, c'est facile à installer. Il y a tu vois que la dernière commit est assez récente. C'est Mhm. généralement un bon signe que tu peux en dépendre, quoi. Après, c'est Ouais. vrai qu'il y a des gens qui voient un repository qui n'a pas vu une commit depuis 7 ans et puis il construit toute son infra dessus. Puis il y a un truc qui casse et là, c'est la panique totale. Mhm. Ouais. Ouais. Donc, ouais, il y a pas, moi, j'ai pas trop peur de ça. Mais bon, entre nous, honnêtement aussi, j'ai pas fait des projets sur lesquels tu dépends autant que ça non plus. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est pas non plus comme si j'allais casser toute une infrastructure quelque part si mes projets open source, tournaient Ouais. pas, quoi. Bon, bah, super. Bah, je vois un peu le genre. Donc, faire attention à qui l'utilise. Et bon, toi, tu mets des warnings, donc ça va. C'est pas comme si J'ai, la personne j'ai, ne savait j'ai- pas. Ouais. J'espère, je dis ça maintenant, mais quand tu m'as posé la question, je passais en revue quelques certains de mes repositories, je me suis demandé si. Ouais. Ouais.
Ah, bah, incroyable. Bah, c'est beaucoup de gestion aussi de ce que je vois, de devoir savoir quelles repositories sont disponibles. Mais il y a aussi pas mal de collaboration aussi, non? Oui, alors ça, c'est autre chose. C'est une bonne question. Beaucoup de mes trucs open source, moi, j'ai très peu de contributions Mhm. sur beaucoup parce qu'ils sont, ben, c'est des trucs que j'ai montés il y a longtemps. Et la vérité, c'est que c'est difficile de contribuer parce que, en vérité, le code derrière, il est vraiment moche, quoi. Je vois que les gens vont fork et Mhm. il y en a certains comme eCharts for All qui est très vieux, qui maintenant, en termes de, j'ai commencé ce projet, j'ai regardé la dernière fois la première commit, c'est il y a 8-9 ans maintenant. Mhm. Et j'ai jamais fait de gros refactor. Donc, mes skills ont bien amélioré. Je pourrais faire quelque chose de beaucoup plus clean aujourd'hui. Et maintenant, ce que je fais, c'est je le maintiens. Mhm. Euh, D'ailleurs, je fais ça avec David, qui est à Windata, c'est lui qui maintient beaucoup de ça. Mais là, par exemple, il y a beaucoup de code un peu sale et c'est difficile aux gens de contribuer. Il y en a d'autres où oui, il y a beaucoup de contributions. Mhm. Euh, et en même temps, ben, ça, c'est une de mes faiblesses. C'est un peu similaire à ce que je t'avais partagé avant sur plonger dans un dataset. Créer le truc open source, le lancer, j'adore. Et après, quand il faut maintenir ça sur 6 mois, 1 an, 2, 3, 4, parfois je perds un peu la motivation. Oui, Alors, oui, c'est généralement, normal. ça va en vague, quoi. Donc, il y en a certains où j'ai pas de commit pendant 6 mois, et puis j'ai une idée, je me dis, ou j'écris du code sur quelque chose pas du tout lié à ça, je me dis, mais je pourrais réécrire autre chose que j'ai fait là. Mhm. Ouais, ouais. Ah, bah, c'est la classe, ça. Mais du coup, est-ce que tu recommanderais d'avoir plusieurs projets open source, des petits projets open source, ou ce serait mieux d'avoir un ou deux gros projets open source sur lesquels on se concentre? Une bonne question. Honnêtement, je ne sais pas. Je peux juste dire que ce que j'ai fait moi, je me suis dispersé à fond, quoi. Et je Mhm. crois qu'il faut un peu ça, parce que c'est un peu comme les gens expliquent dans n'importe quel projet, je crois. J'ai vraiment 150 projets open source. Mais sur les 150, il y en a 140 qui ont 5 stars, 5 GitHub stars, tu vois. Mhm. Donc tu Mhm. dois essayer plein de trucs, il y en a qui prennent pas, il y en a qui prennent pas, c'est pas grave. Et qui ont zéro popularité, ou peut-être qu'en effet, c'est un projet qui résout un problème qu'il n'y a que toi qui as. Il y a que toi et une autre personne ailleurs. Euh, et après, mais après, au final, quand même, si quelqu'un qui écoute ça et qui veut se donner un projet, c'est ton temps et tu le mets où tu veux, quoi. Donc, si c'est un Mhm. projet qui aide personne, tu t'y mets. C'est ça qu'on fait avec MBORX, là, avec Kennedy. Il n'y a Mhm. vraiment pas beaucoup d'utilisateurs. C'est très difficile de changer, de vendre un web framework, surtout en R. Ouais, ouais. Mais on adore. Et encore hier, j'ai eu un call avec lui et on parle des issues et des features et on le fait. Et il y en a d'autres où tu as j'ai des issues constamment et des gens qui vous des issues et des problèmes et des trucs et bugs à régler. Mhm. Euh, que je maintiens volontiers, qui sont un peu plus gros. Donc, ouais, moi, c'est peut-être pas une bonne réponse, mais c'est ton temps, tu le mets où tu veux. Et voilà, quoi. Si les gens l'utilisent, tant mieux. Si les gens l'utilisent pas, tant pis. Mais fais comme tu le sens, quoi. Bon, je trouve que c'est quand même une approche assez pragmatique, quoi, parce qu'au final, c'est vrai que la manière dont j'ai posé la question, on aurait eu l'impression que, en fait, je dis, il faut absolument que j'ai un projet open source qui décolle ou quoi que ce soit, alors qu'en réalité, comme tu l'as dit, il faut plutôt viser ben, nos usages personnels. Il y a un peu de ça, mais c'est vrai qu'après, c'est aussi bon pour la santé mentale, quoi, de savoir que c'est quelqu'un qui utilise ton projet. Donc oui, si tu veux te concentrer sur un gros truc en espérant que ça a un plus gros impact, peut-être que ça en vaut la peine. Mhm. Mais pour moi, tu vois, ça, c'était le genre de projet. Le plus gros que j'ai fait comme ça, c'était vraiment au début un exercice pour moi pour apprendre. Parce que Mhm. tu veux pas te lancer dans un projet comme ça. J'en ai fait certains, bon, je compte pas les heures, mais il y en a certains des projets open source que j'ai fait. Je peux te garantir que j'ai mis 1000 heures de travail dedans facilement. Et après, il y en a beaucoup de ceux-là où il y a personne qui l'utilise, ça sert à rien, ou peut-être que c'est buggy et quoi. Et c'est pas grave, parce que je sais que j'ai fait ça pour apprendre quelque chose et au final, j'ai appris énormément et j'en Mhm. tire quelque chose. Si tu fais juste ça en espérant que les gens vont t'apprécier et que ça fasse de la pub et que ça décolle pas, là ça fait mal psychologiquement de te dire que tu as passé beaucoup de temps à écrire du code Mhm. pour rien. Donc c'est plus, ouais, pour moi, ouais, c'est un peu ça que je donnerais comme conseil du coup. Ouais.
Bah, très bon conseil, merci. Et bah tiens, vu qu'on est encore sur le sujet des conseils, est-ce que tu aurais des conseils pour les... Enfin, imaginons, bah, là on vient d'en raconter bah, ton travail, ton parcours, etc. Est-ce que tu aurais des conseils pour des personnes qui aimeraient en fait se retrouver dans la même situation que toi ou qui voudraient avoir une carrière similaire? Ouf. Je sais pas, honnêtement. Mais en fait, j'ose rarement donner des conseils parce que tu sais, enfin, je sais pas, j'en ai reçu beaucoup dans ma vie et on n'a pas toujours, c'était pas toujours des bons conseils. Moi, je peux Ouais. juste, c'est vraiment, Mhm. je sais que c'est pas une histoire que les gens aiment entendre, mais moi, c'est ce que je t'avais raconté. Moi, c'était juste par le travail, quoi. Mhm. Je suis pas très intelligent, pas comme toi, je suis pas en train de faire un doctorat, j'en ai pas fait, j'ai même pas fait de master. Après, Mais doctorat, intelligence, je sais pas si c'est forcément lié, hein, il y a ouais, mais je suis pas plusieurs formes. studieux, je suis pas Mhm. studieux, je suis pas discipliné, je peux pas faire ce que tu es en train de faire, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Mais juste du part que je me suis donné là-dedans, ça m'a un peu permis de... Parce que je veux pas parler non plus, parce que tu me flattes beaucoup dans ce que tu dis, mais c'est pas comme si j'avais vraiment fait un parcours gigantesque non plus. Mais c'est vrai que je le raconte parce que, ouais, comme je l'ai dit, j'étais en train de redoubler, rien ne se passait bien. Et, même quand j'avais fini l'université, rien n'avait l'air d'être très bien dessiné pour le futur. Mais au final, je crois qu'aujourd'hui, je m'en sors plus ou moins bien. Mais honnêtement, c'était juste ça, quoi. Moi, c'était trouver cette passion d'écrire du code. Et Mhm. ça, c'est un peu lié. Pour moi, c'est ça que je trouve extrêmement important, qu'on dit peut-être pas assez aux jeunes de nos jours, c'est qu'on essaie trop de... On partage trop de job titles, un peu comme j'avais pensé data scientist. Ça a l'air cool. Mhm. Tu fais data scientist, c'est cool. Mais tu l'as demandé, un peu comme tu m'as posé la question, quelle est la journée d'un data scientist? Parce qu'on peut tomber, moi je peux tomber amoureux avec n'importe quel job title que tu me donnes, c'est presque, à mon avis. Des software engineer, designer du software, des applications, des trucs que tu fais, que tu utilises toute la journée. Même, je sais pas, menuisier, faire des meubles et tout, moi, je peux toujours je suis pas tout amoureux de l'idée. Mais Mhm. après, tu vas te demander quel est le boulot que les gens vont faire au jour le jour, quelle est la journée, à quoi elle ressemble. Et quand Mhm. c'est software engineer, ben, la vérité, c'est que je crois, la plupart, c'était derrière un terminal toute la journée. Et si au final, t'aimes pas ça, ça sert à rien. Et data Mhm. scientist, c'est un peu ça l'erreur que j'ai fait pendant longtemps. J'ai essayé d'apprendre les stats et les trucs. Le modeling, j'ai fait les cours je sais plus comment je s'appelle, les Coursera, là, les fameux, Mhm. on essayé en Torch et même sans Torch et tout. Et en fait, je détestais ça, quoi. Mhm. Je détestais ça. Donc, il ne faut pas tomber avec tomber amoureux avec l'idée d'un métier, mais plus le métier en lui-même. Et moi, et encore aujourd'hui, tant que je suis heureux derrière mon terminal à écrire du code, je sais qu'il y aura une journée, une bonne journée, une bonne semaine, plus ou moins, et je peux continuer, quoi. Et c'est ça qui me permet d'en faire beaucoup aussi, tu vois. Si j'aimais pas ça, à mon avis, je ne serais pas arrivé à faire un dixième de ce que j'ai fait là, quoi. Ah, ouais, bah, à la fin, c'est quand même un très bon conseil, hein, parce que, effectivement, ces histoires de job title, oui, des fois, on a des titres qui sont tellement longs, on ne sait pas ce qu'ils veulent dire, et des fois, sous data scientist ou software engineer, c'est plusieurs profils aussi qui peuvent apparaître, des journées de travail différentes, donc, ouais, c'est vrai que c'est bien Non, non, de je fais. s'informer. Mhm. Pour l'histoire, je l'ai fait vite. J'ai fait ça en Chine. J'avais trouvé un job dans une petite start-up. C'était Mhm. en Chine à l'époque, c'était la foire. Le CEO était fumeur, donc il avait déclaré toute la boîte fumeur. Donc tu pouvais fumer, les gens, c'était n'importe quoi. Mais écoute, c'était super fun, quoi. Mhm. Et moi, je faisais à moitié analyste, à moitié code. J'étais juste content de ce que je faisais. Je suis resté là-bas juste un mois parce que je cherchais du boulot. Mhm. J'avais commencé avec eux. Après 3 semaines, je reçois une autre offre pour un truc Ipsos, la boîte française, qui Mhm. m'offre senior data analyst. J'ai fait, oh, la classe. Et écoute, après une semaine du vrai travail où j'étais là à faire du boulot de senior data analyst, de ce qu'ils voulaient, non, senior research analyst ou un truc comme ça. Enfin bref, Mhm. tombé amoureux du title et en fait, le job en lui-même était horrible, quoi. Ah, ouais, mince. C'était pas du tout. Je faisais pas de research, je faisais pas d'analyse. C'était un peu plus. Ouais, c'était vraiment pas rigolo, quoi. Mhm. Donc moi, c'est plus ça. Et tant qu'on tombe dans quelque chose où on aime bien la pratique du métier en lui-même, Mhm. il faut pas trop s'en faire, je crois. Ça veut dire qu'on pourra en faire beaucoup, on pourra y prendre du plaisir et voilà. Ouais, ok.
Et donc ça ferait partie des erreurs courantes que, enfin, des débutants pourraient avoir de se dire, ah tiens, le titre, il a l'air trop cool, je vais y aller, etc. Est-ce que tu vois aussi d'autres erreurs que font généralement des débutants en début de carrière ou, enfin, des choses que tu as peut-être vues ou entendues? Je sais pas si c'est une erreur que les gens font, c'est peut-être une impression que j'ai. Mais, Mhm. oui, c'est celle-là en tout cas. Mais non, honnêtement, c'est un peu, j'en ai pas d'autres qui me passent par la tête, honnêtement. Ouais. C'est vraiment celle-là principalement, quoi. Trouver quelque chose qu'on aime bien véritablement faire, Mhm. faire quelque chose de concret. Parce que la vérité, c'est que c'est vrai que je travaille trop, tu sais, les gens n'arrêtent pas de me le dire. Ma Mhm. femme, ma famille, tout ce que tu racontes. Mais je sais pas, moi je me sens bien après avoir fait une journée, même parfois de 12 14 heures. Quand tu vas au Mhm. lit, tu te sens bien. J'ai fait quelque chose de ma journée. Et, et écoute, on est en 2025. Je travaille depuis la maison, dans une maison, enfin depuis la maison, depuis mon appartement chauffé. Je suis pas non plus dans les mines comme à l'époque, tu vois. Donc, Ouais. je ne Mhm. sais pas. Donc, quand je parle de travail, c'est le genre de choses. Mais Mhm. ouais, pour moi, c'est vraiment juste ça. Je sais pas, malheureusement, j'ai pas d'autres conseils à donner. Bon, c'est déjà intéressant comme ça. Et bah, je vais plus une question au niveau peut-être. Alors c'est plutôt là, c'est plutôt un avis personnel. Il n'y a pas Ah, de ouais, juste ou de vas-y. faux. Mais toi, d'après toi, en fait, quel type de langage les gens devraient apprendre maintenant de nos jours ou Ah, quel type de langage tu aimes utiliser? Tu nous as dit que tu utilisais R, mais tu préfères Go. C'est ouais, quoi ton avis dessus? Parce qu'on parlait aussi tout à l'heure de framework dans JavaScript. ouais. Ouais. Non, c'est une bonne question, j'aime bien. Mais de nouveau, comme tu as dit, hein, c'est un avis. Je dis pas que c'est un conseil qu'il faut suivre. Mhm. Il y a deux choses, deux grandes choses qui me passent par la tête quand tu me dis ça. Le premier, c'est qu'il y en a un, par exemple, surtout dans notre milieu data scientist, R et tout. Il y en a un où c'est peut-être ma hot take, c'est que si tu connais R ou Python, t'as pas besoin d'apprendre l'autre. Parce que Mhm. pour moi, c'est ce qu'il y a. La deuxième chose qui me passe par la tête, c'est pour moi, j'adore programmer. Donc, comme je te dis, je passe derrière mon temps derrière le terminal et j'adore essayer des langages. C'est incroyable aujourd'hui tout ce qu'il y a et Mhm. tout ce que et c'est tellement facile à installer. Ouais. Là, l'autre jour, j'ai essayé OCaml, je comprends rien, je sais comment ça marche, j'ai essayé F Sharp, mais Ouais. en fait, pour véritablement apprendre un langage et pouvoir l'utiliser et faire quelque chose de productif, pour la plupart des gens, je crois, moi inclus, c'est énormément de travail. Pour moi, ça l'est en tout cas. Mhm. J'adore faire ça et pour moi, je trouve ça difficile. J'ai commencé j'ai commencé à apprendre R. Je crois que j'ai fait 7 ans de R avant de pouvoir me dire, pour oser dire que j'étais décent en R. Et avant de même d'explorer un autre langage, Mhm. véritablement. Donc pour moi, c'est vraiment, il y a trop d'overlap, il y a trop de, si tu sais faire, si tu connais Mhm. R ou Python, apprendre l'autre va pas amener tellement à ce que tu sais faire. Si t'apprends, c'est pour ça que moi j'aimais bien l'idée de pousser les gens, par exemple, du JavaScript. Je crois que si tu connais Python ou R, tu apprends du JavaScript. Mhm. Ça va augmenter ta boîte à outils beaucoup plus que si tu connais les deux. Les gens aiment bien te dire qu'il faut, si tu connais, surtout les gens qui connaissent que du R, vont te dire qu'il faut apprendre Python pour les offres d'emploi, je sais pas, pour le marché de l'emploi, ce qui me semble un peu faux, honnêtement. Mhm. Euh, Parce que oui, il y a besoin de beaucoup plus de développeurs Python, mais il y en a aussi beaucoup plus. Donc je sais pas pourquoi tu vas te mettre La concurrence. dans la concurrence la plus grosse au monde dans l'histoire de la programmation, à mon avis. Mais bon, Oui. donc pour moi, c'est ça. C'est que je vois, c'est énormément de travail. Donc pour Mhm. moi, c'est juste essaye, essaye. Il y a plein de trucs et tu trouves des boulots dans tout. Et il faut Mhm. pas trop paniquer, hein. Il y a encore aujourd'hui des développeurs COBOL et Fortran et tout ça. Il C'est vrai. faut pas trop paniquer. Mais par contre, ce que je dirais, c'est il faut éviter de rester monoglotte. Mhm. Quel que soit le langage, il faut éviter de rester monoglotte, il faut essayer d'en apprendre un deuxième. Et se dire que, comme je dis, oui, j'ai bien conscience que ce soit très difficile. Ça l'est pour moi encore aujourd'hui que j'essaie d'apprendre d'autres choses. Ça l'est encore, mais chaque nouveau langage qu'on apprend devient un petit peu plus facile. Et souvent Mhm. beaucoup plus facile. Oui. Euh, donc, moi, c'est un peu ça que je dirais. Mais lequel, j'ose pas dire. Ça change tellement. On en a parlé avec les JavaScript Framework, hein, où un mois Mhm. c'est React, le suivant c'est Svelte, après Vue. Maintenant, il y a Lynx qui est sorti. Bon, ça, c'est JavaScript qui est très. Bon, c'est l'extrême de ce phénomène.
Mais même, regarde, nous, dans nouveau, dans notre milieu data scientist, c'est à quoi? Il y a 3 ans, tout le monde disait Julia. Maintenant, il faut apprendre Julia, ça va être Julia. Et en fait, ça l'est pas. Bien que Mhm. Julia, ce que j'ai compris, est un très bon langage. Ah, Mais, j'aime beaucoup Julia, ah oui, tu utilises? personnellement. Ouais, je l'utilise. J'aime beaucoup, Ouais, mais j'ai essayé après. 2, 3 fois, moi j'entends que des Mhm. bonnes choses. Mais de nouveau, on peut faire le même argument. Si tu regardes le marché de l'emploi pour du Julia, les gens ont très peur de ça de nos jours, et je comprends, surtout les jeunes développeurs, tout Mhm. ce truc d'intelligence artificielle, et tout le monde, ça pousse, tout le monde est ramené à faire du Python, et je suis pas sûr que ce soit le bon. Mhm. Si tu veux, vas-y, hein, mais si tu connais Julia ou R, je suis pas sûr que tu aies besoin de donner 1000 heures à Python quand tu pourrais le donner à Go, Rust, C, au Camel, F Sharp. Mhm. Il y en a tellement. Elixir, là, ils font des trucs cool avec, je sais pas moi. Ouais. Mhm. Ça, c'est vrai. Et Non, puis, ouais. peut-être juste, pardon, juste pour finir là-dessus, Oui. c'est que j'ai l'impression aussi, alors là, ça c'est peut-être, c'est à moitié une conspiration, mais j'ai l'impression que tu as un peu un langage maternel inné, tu vois ce que je veux dire? Moi, il y a Mhm. certains langages il y a certaines personnes que j'ai vues qui m'ont dit, Python, super simple, vas-y, c'est super simple. Pour moi, Go a été beaucoup plus simple. Mhm. Il y a d'autres langages que les gens m'avaient dit qui, pour eux sont très simples, pour moi, ils ne le sont pas. Et ça dépend de la façon dont on pense, dans la façon dont on pense à résoudre un problème ou à la séquence d'opérations qu'on veut faire quand on écrit du code, que souvent, pour une personne, un langage sera mieux que l'autre. C'est pour ça que souvent, j'encourage vraiment installer tous les langages qu'on veut, un par semaine, et on essaye, quoi. Et après, si à la fin de la documentation du Get Started ou du Hello World, tu t'embêtes ou tu te tapes la tête contre le mur parce que tu n'arrives pas à installer. C'est pas grave, tu oublies, tu passes au suivant. Mais il y en a tellement, tu tomberas bien sur un truc qui te botte, quoi. Et moi, Mhm. pour moi, par exemple, ça a été Go, quoi. Donc, j'ai appris principalement R et JavaScript, évidemment avec tout ce qui est CSS, HTML, SQL et tous ces trucs-là. Ça vient Mais avec, ouais. principalement R, puis JavaScript, et puis Go. Et Go, je l'ai appris super rapidement, quoi. Je ne sais pas pourquoi je pense un peu naturellement, la façon Go, j'aime bien le langage. Euh, Mhm. et du coup, oui, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens. J'ai l'impression que pendant longtemps, peut-être que j'étais coincé à un local minimum, tu vois ce que je veux dire? Je vais juste, Ouais. euh, je vais juste essayer autre chose, quoi. Donc, ouais, Mhm. c'est un peu ça que je donnerais, quoi. Ah, bah, très bon conseil, mais est-ce que pour Go, il n'y aurait pas un peu aussi du fait que il a été aussi designé pour être assez simple, mais en plus c'était ton troisième langage de programmation, parce que ce serait l'accumulation de Ah, ça aussi un non, peu? certainement, certainement. Je crois que tu as vu au travers de tout ce que j'ai dit. Ouais, à mon avis, c'est exactement ça. Ouais, c'était le troisième. Et oui, c'est vrai qu'il est designé pour être simple. Enfin, simple, ouais. C'est le. Mhm. C'est le compiler qui est dingue là-dedans, je trouve. J'arrive, Ouais. j'arrive pas à écrire des bugs, tu vois, honnêtement. J'écris beaucoup de code bidon, mais Go, il refuse de le compiler, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Et le LSP, il est tellement dingue aussi. Ouais, Moi, ouais. le nombre de fois sans honte, je te le dis, que j'écris des if statements et le LSP me dit, ce if statement, ce sera toujours vrai. Mhm. Par Ah erreur, tu ouais. vois. Mhm. Rien Mhm. que ça, tu vois. Donc, j'ai fait, au final, j'ai fait des gros trucs en Go. J'avais fait des Mhm. produits dans le passé, j'en ai fait deux. Y a rien qui a marché. Un truc qui m'a coûté de l'argent et du temps. Bon, enfin, j'ai bien appris. Ouais, Mais ouais. des gros trucs comme que j'ai fait en Go. Et jamais, le seul bug que j'ai eu, c'est des trucs un peu plus compliqués. C'est des data race et des trucs comme ça. Mais sinon, Mhm. bon, je trouve ça dingue. Waouh, ça c'est la classe. Après, je suis quand même d'accord avec ta théorie comme quoi on a tous un langage d'affinité. Ouais. Ouais, parce que moi, j'ai commencé vraiment avec Python, que Mhm. j'ai beaucoup apprécié, mais après, j'ai trouvé beaucoup plus logique R et Julia, peut-être parce que ce sont des array language. Et enfin, j'ai préféré leur manière de faire, même si Ouais. Python, je l'utilise toujours, hein, mais Ouais. je Ouais. sais pas, je me sens plus à la maison dans R et Julia. Ouais, moi j'ai fait aussi beaucoup de Python. J'ai fait quelques apps Django et tout au boulot. Il y a un Mhm. moment, parce qu'on m'a dit, ouais, c'est Python, R c'est mort. Alors j'ai essayé et j'arrive. Je sais pas, Pareil. ça m'amuse moins, quoi. Ça m'amuse Mhm. moins. Non, ça c'est sûr. Et surtout que maintenant, avec les LLMs, maintenant ils peuvent te recracher du code Python très facilement, plus en tout cas que d'autres langages, en tout cas. Et bon, après, moi, ça me diminue l'envie de maîtriser complètement Python. Enfin, je sais, si tu me dis écrire un script, je sais le faire, NumPy, etc. Mais Ouais, après, voilà, j'irai pas dans les détails. ouais, ouais.
je sais que c'est toi qui es censé poser les questions, mais tu utilises beaucoup, toi, par exemple, par curiosité, tout ce qui est LLM, AI et tout ça, tu utilises beaucoup, toi, dans ton boulot de tous les jours? C'est Alors, quoi ton setup? alors mon setup. Alors, j'utilise beaucoup de modèles locaux maintenant parce que je me suis acheté un petit Ah ouais? ordi, enfin un gros ordinateur portable qui peut me faire tourner à peu près du 14B. Alors, T'as combien de RAM là-dessus? T'as acheté un monstre, toi? T'as acheté quoi, là? c'est pas tellement un monstre, mais j'ai pris un ordi gamer, etc. Et donc, ouais, j'ai environ quelque chose comme 16 gigabytes de VRAM dessus. Et Oh, ça donc, va. ouais, Ah, je ça peux faire suffit tourner pour... des. tu utilises quoi comme modèle? Ah, excuse-moi, j'arrête euh, pas de t'interrompre. Vas-y, ton Pas de setup, c'est souci. quoi? Bah, j'utilise les Qwen 14B, 7B et Qwen Coder aussi, ils sont impeccables pour moi, pour leur petite taille. Enfin, Qwen, ils font vraiment des trucs très C'est le compacts Baidu et Alibaba, celui-là, c'est ça? c'est ça, exactement. Ouais, Et ouais, ils ouais. viennent de sortir le QWQ aussi, le 32B, qui apparemment rivalise avec le 671B de DeepSeek R1. Donc, moi, je suis toujours impressionné par ce qu'ils font. Et à chaque fois qu'il y a des nouveaux modèles qui sortent, typiquement des 7B, à un moment, il y avait Lama 3.2 7B, mais il underperformait par rapport au Qwen, quoi. Alors que le Ouais. Qwen il était déjà sorti avant, la taille du 7B. Donc, pour moi, c'est fascinant ces modèles. Et après, j'utilise GitHub Copilot parce que j'ai aussi l'accès pour les étudiants. Mhm, Euh, mais je l'utilise pas pour tous les projets. Comme toi, j'aime bien beaucoup apprendre. En ce moment, j'apprends un peu de Julia et un peu de Nîmes et un tout petit peu de JavaScript aussi. Juste à côté, j'aime bien juste coder un peu et en fait les maîtriser de sorte à ce que je puisse au moins lire le code si un jour il est généré. Mais mhm, typiquement pour R et Python, je coupe littéralement GitHub Copilot parce que j'aime pas écrire, être interrompu en plein milieu. mhm. Donc je l'utilise surtout pour balancer du code, du boilerplate code et ensuite même pour le débugage, je préfère les utiliser moi-même. Et après, je fais quelques pipelines avec. Donc, Et voilà. tu utilises ça avec Cursor ou VS Code ou VS Code Insider, David nous a parlé justement de Cursor la semaine dernière, donc j'ai Ouais. essayé, vachement cool aussi. Bon, après, j'ai trouvé que ça faisait à peu près la même chose entre VS Code Insider et Cursor, parce qu'il y a l'agent mode qui est assez cool. Et Mhm, je trouve que c'est sympa en tout cas pour écrire des projets en Python et mhm. en JavaScript de base, et après travailler à partir de ça. Mais après, Cool. voilà, c'est aussi des skills. Mais voilà. Mais après, pour moi, j'ai toujours le besoin de devoir apprendre Mhm. un langage et de le Ouais, maîtriser, quoi, quand même. Pas jusque dans les détails, mais au moins de le comprendre. ouais, ouais, ouais. Ah, ouais, ok, cool. Intéressant. Toi, c'est comment en fait ton point de vue d'ailleurs? Parce que c'est aussi la question des tendances dans le domaine maintenant, parce que Ouais. tout le monde utilise l'intelligence artificielle, etc. Enfin, qu'est-ce que tu vois comme tendance et qu'est-ce que tu en penses? Ouais, mais je suis toujours pas fan pour être honnête. Donc j'ai tout le setup, hein. Enfin, je crois que j'ai fait, au final, petit à petit, j'étais un Mhm. peu forcé d'accepter d'utiliser. Ouais. Donc moi j'aime toujours bien le terminal. Donc moi j'ai pas envie de quitter Vim ou NeoVim là, je vais passer à NeoVim. Mhm. Sur NeoVim, il y a Avante.neovim qui te fait vraiment plus ou moins un curseur dans l'utilisation de curseur dedans, si tu as envie. Mhm. Mais bien optionnel, tu vois. Parce que c'est ça que j'aime bien avec moi, je veux vraiment que le code, tu vois. Donc, j'ai un écran Mhm. vertical. Ça, c'est un gros conseil. Tu prends un écran que tu peux tourner. Tu le Ouais, tournes ouais. une fois. Parce que le code, tu le lis pas. C'est pas un livre que tu lis de gauche à droite. Tu Mhm. le lis comme ça. On va avoir beaucoup de code sur l'écran comme ça. Mhm. Donc, si un jour tu achètes un écran, achète un que tu peux tourner. Tu vas le tourner une fois verticalement et puis tu bougeras plus, tu vas voir. Et du coup, j'ai le NeoVim comme ça avec ça. Mhm. Et dedans, donc j'ai à 21 Vim, mais moi j'utilise Claude parce que j'ai pensé à des trucs locaux et tout, mais j'ai jamais pris le temps. Je sais plus qui Mhm. j'ai. Ouais, j'ai jamais pris le temps d'essayer de setup ce truc. Donc j'utilise ça avec Claude, Sonnet Ouais. là. Et puis dedans, j'ai aussi pris récemment Super Maven. Super Mhm. Maven, ça me fait le plus le predictive Ah ouais. typing, Mhm. mais ça c'est vraiment hit or miss. Mhm. Ça c'est Ouais. un peu tout et n'importe quoi, ça dépend. Mhm. Et puis je dois dire que je suis pas sûr que c'est super utile, mais je suis assez impressionné par le Claude Code que Mhm. j'ai installé là. Bah, il y a par exemple le Claude Code, je l'ai utilisé là assez régulièrement Mhm. sur les grosses prompts que j'ai fait, enfin oui, les grosses sessions que j'ai fait avec Claude Code, j'en ai fait à mon avis une trentaine de grosses sessions. Il y en a une où il m'a ébloui. Mhm. En fait, bon, il a copié du code que j'avais déjà fait, mais il a modifié un petit peu, Mhm. mais c'était quand même pas mal, quoi. Il m'a sauvé une demi-heure, mais pour tout le reste, c'est un peu bidon.
honnêtement. Ouais. Donc moi, je trouve que c'est vrai que c'est dingue, ces trucs de LLM. Genre, je ne sais pas pourquoi, mais je crois qu'ils Mhm. sont vraiment bons à tout ce qui est UI, donc JavaScript, Oui, oui, oui. CSS, HTML. C'est absolument dingue ce qu'ils arrivent à faire. Mhm. Et tout le reste, et moi, je trouve que c'est vraiment pas terrible. Donc, et je me suis vraiment mis pendant longtemps à essayer de, pour des gros projets, pour du Go. C'est pas tellement le code ou la syntaxe qui la fausse, c'est la logique. Et pour des problèmes un peu plus costauds de back-end, Mhm. euh, là, j'ai essayé de nouveau de travailler sur ce truc de Lexer Parser et Mhm. j'avais des problèmes et il rendait le truc pire, quoi. Il comprenait rien. Et Claude est pas mal, c'est vrai quand même. Claude Code, parce Mhm. qu'il y a tout le contexte qu'il prend quand il va lire les fichiers et tout. Ouais. Ouais, c'est très Mais puissant. après, bon, j'ai pas, je veux mettre les trucs locaux, donc, parce que pour l'instant, bah, moi, pour tous les trucs de projet de client, enfin, je peux pas utiliser, je crois pas que je puisse, je vais pas demander. Oui. Mhm. Mais si tu me, si en temps, même pour le boulot, je crois que la plupart des gens, je sais pas comment ça se passe. Si dans une grosse boîte, ils ont peut-être leur serveur, mais sinon, c'est du code propriétaire, machin, que j'écris. Ils ont Mhm. la propriété intellectuelle à mon client, donc je peux pas tout envoyer à AWS. Ouais, Donc, évidemment. ouais. Mm. Ah bah, je comprends, bah, c'est bien. Et donc toi, tu m'as dit que tu n'étais pas trop, comment dire, convaincu par toutes ces histoires d'IA, etc. Après, on voit de plus en plus de programmeurs qui l'utilisent. Et bon, moi, par expérience personnelle, il y a aussi un moment où, par exemple, quand j'ai des élèves et que je les aide à faire certaines choses en R et que je les vois juste copier-coller des trucs sur ChatGPT, ça me tend un tout petit peu. Ouais, ouais. Mais toi, en fait, quel est ton avis à propos de ça sur, enfin, peut-être l'avenir, comment ça se passait en fait avec Ouais. la programmation de manière générale et la tech? Ah, l'avenir, écoute, je sais pas, j'ai Mhm, aucune idée, mais je crois véritablement, je crois qu'il y a eu un peu une hype, tu vois. Moi, honnêtement, mhm. je crois ça. J'ose pas toujours le dire parce que j'ai toujours la peur de passer pour un vieux, vieux de la vieille, tu vois, qui Ouais. veut, qui est un peu, qui pousse contre le changement. Mhm, Mais j'ai l'impression que on est un peu à l'année 2000 de la dot-com bubble, tu vois. mhm, Il y a cette bulle, ça ne veut pas dire qu'il y a cette bulle causée par l'Internet en 2000. Ça ne veut pas dire que l'Internet est mauvais ou que l'Internet sert à rien, mais il y a un peu une sur-hype pour l'instant, j'ai l'impression. mhm, Parce que ils ont un peu fait comment tu expliques ça? Les low-hanging fruits, les trucs un peu plus faciles à faire avec les IA. Enfin, comme tu mhm, sais, en data science, donc chaque pourcentage de précision que tu veux avoir passé, je sais pas, j'invente 80%, mais de passer de 80 à 80, c'est beaucoup plus difficile que de mhm, passer de 40 à 60. Tu vois ce que je mhm, veux dire dans la plupart des gens. Et là, là on sent que je crois que ça ralentit un peu. Donc je crois mhm, qu'il faut, personnellement, je crois qu'il faut pas trop s'en faire et qu'il y aura toujours du travail pour nous. mhm, Euh, et une chose qui me dérange, comme tu dis, avec le copier-coller, c'est pas vraiment le copier-coller. Il y en a beaucoup qui trouvent que c'est de la triche et tout ça, ça ne me dérange pas trop. Le mhm, problème que j'ai avec ça, c'est que enfin, j'ai deux choses. Il y en a un, c'est ben, moi, je travaille sur du code que je dois maintenir. Et c'est mhm, des trucs que je trouve assez cool. Tu vois, quand j'ai commencé la boîte, par exemple, ma société, j'ai travaillé sur du software pour des clients. Ils tournent toujours aujourd'hui, tu vois. Donc, il y a mhm, des trucs que je dois débugger sur, là, maintenant, 4 ans, tu vois. J'ai des projets open source, ça fait 10 ans. Et générer du code, c'est facile. Mais le lire, le comprendre, le débugger. mhm, Alors oui, c'est vrai, les gens, ils croient qu'après, tu peux rebalancer l'IA dessus. Mais je crois que j'ai l'impression que ça joue pas vraiment, quoi. Parce que s'il y a un bug dans ton software ou si après t'as utilisé un LLM pour générer 10 000 lignes de code et qu'après ton patron dit faudrait changer ce bouton, ce truc, ce machin, ça devient un peu plus compliqué si tu connais pas le code, tu vois. mhm. Non, Euh, ouais, ça c'est donc, vrai. Mhm, comprendre ce qu'on construit et ce qu'on déploie et tout ça me semble quand même nécessaire. mhm. Et ça, dans beaucoup de cas, pour moi, certainement, c'est beaucoup plus facile d'écrire le code que de faire des reviews de PR. Tu vois ce que je veux dire? Qu'avoir Oui, énormément de oui. code que je dois lire et après décortiquer, Mhm, c'est beaucoup plus compliqué que de le générer moi-même, quoi. mhm, mhm, Ouais. Mais le troisième, c'est que ben, moi, je suis. Mon vrai problème, tu vois, c'est que moi, je suis un peu un romantique avec ça. Mais moi, j'aime bien mhm, le secteur de la tech. On a quand même été gâtés. C'est tout ce qui est, dans tout ce qui est software et tech depuis moi, je dirais, au moins les 20 dernières années, quoi. C'était quand même incroyable que tu
qui était un secteur où tu peux avoir des entreprises multimilliardaires comme Facebook et Google et tout ça, et en même temps, dans le même secteur, un gamin en Inde avec une bonne idée, des skills et un laptop à 500 dollars peut créer un produit qui rivalise un de ceux de Facebook ou Google, quoi. Mhm, mhm, C'est que c'est des exemples extrêmes, et ça s'est fait. Celui que je cite souvent, c'est Instagram, quoi. Quand Instagram mhm, est acquis pour 2 milliards par Facebook à l'époque, c'est pour, oui, 2 milliards, c'est 13 employés, quoi. Et c'est pas tous des devs, il y avait marketing et RH et tout, je crois qu'il y avait 4-5 devs dedans. Donc 4-5 devs arrivent à faire un produit que Facebook se retrouve forcé de racheter. Ça, mhm, c'est un exemple extrême et tu regardes. Enfin, moi, j'entends souvent parler de gens qui ont vendu leurs produits, leur site, leur boîte, leurs trucs pour 100, mhm, 200. Donc, ça c'est un truc super compétitif, un espèce de égalisateur comme ça. Tu vois, où mhm, n'importe qui mhm, pouvait essayer. Il n'y a rien, tu n'avais pas besoin de capital pour ça. mhm. Et ma théorie conspirationnelle, c'est que toutes ces grosses boîtes tech adorent l'IA parce que maintenant, ça devient ça, quoi. Maintenant, il te faut du capital pour rentrer là-dedans. Ouais, ouais. On parle pas de faire un modèle si t'as pas. Je sais qu'on parle des DeepSeek et tout, mais c'est vrai que les DeepSeek sont quand même basés ça sur d'autres modèles. J'ai l'impression que ça va quand même rester. Ou même un DeepSeek, tu parles de 6 quoi, 6 millions, c'est ça qu'ils avaient dit. C'est Mhm, pas apparemment mhm. pas le chiffre final, machin. Bon, voilà, ça devient un truc de capital, quoi. Donc maintenant, on va parler. J'ai peur qu'on parle de big tech comme big oil, big pharma, big tout, tu vois. Mhm. Ouais, ouais. Et j'aimais bien l'idée que ouais, il y a des mecs qui sont, tu vois, qui sont partis de rien, qui avaient rien, et qui sont arrivés à monter quelque chose juste avec une bonne idée et des skills, quoi. Et Ouais, ouais. j'ai peur que toute cette idée-là soit un peu morte maintenant que c'est surtout l'IA où il faut un capital de dingue pour acheter des GPU, quoi. C'est Mhm. ça qui me fait peur, tu vois, plus qu'autre chose. Bah, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'on en avait parlé, Fabrice, David et moi, on avait fait une petite Hmm. rencontre aussi sur Zoom qu'on a enregistré et je crois que la publication est sortie il y a 1 heure, quelque chose comme ça. Ah ouais? Et ouais, ouais. Et du coup, en fait, il y a aussi pas mal des choses que tu as dit qu'on avait mis en avant, comme par exemple le fait que, bon, en fait, c'est vrai que faut quand même réfléchir lorsque on utilise un code, le copier-coller, ça peut être dangereux, et aussi le fait que, par exemple, lorsqu'on utilise Copilot, ils avaient fait une étude pour voir que, en fait, derrière, il y avait pas mal de rechangements derrière Copilot, parce que, en fait, les gens acceptaient simplement le code qui était donné, et en fait, Hmm. sans le review, en fait, il y a pas mal de redondances et de codes qui sont mis même par des LLM aussi puissants que Claude. Et ouais, et ce que tu dis aussi sur le compute, tu as besoin d'avoir un certain capital pour pouvoir rentrer. Je pense que OpenAI a pas mal joué sur ça aussi parce qu'il disait rapidement, n'essaie pas les trucs open source, faut des gros data centers pour pouvoir faire ça, etc. Et ouais, j'ai l'impression que ça devient aussi comme ça, effectivement, comme tu le dis. Ouais, ça en plus, enfin, en plus moi j'essaie, je veux bien tout essayer, mais pas OpenAI, moi je suis un peu, j'ai un Ouais, peu une pareil. hantise de cette boîte, mais il y a aussi, j'ai l'impression que c'est le pire dans le, c'est un problème plus général, mais je déteste, j'ai jamais aimé cette tech subsidiée, tu vois, parce que déjà Mhm. le Sam Altman, là, quand ils sortent leur truc, là, je sais plus lequel c'est maintenant, de ChatGPT à 200 balles le mois, Ah ouais, ils le vendent à 4,5. Ouais. perte, tu vois. Ils Mhm. le vendent à perte. Et on sent vraiment, c'est pour ça que les gens ont peur aujourd'hui de que leur boulot soit remplacé. La plupart d'entre nous, on sait très bien que l'IA ne sait pas remplacer un software engineer ou d'autres personnes. Mais c'est pas ça qui est en jeu. Il n'a pas besoin de te remplacer, il a juste besoin de convaincre ton patron qu'il peut le remplacer, qu'il peut te remplacer. Ils Mhm. font ça, j'ai l'impression, et ça s'est vu, ça s'est joué dans beaucoup d'autres milieux. C'est de la tech subsidiée, donc ils vendent à perte, ils nous foutent tout dehors, et puis tout d'un coup, ils font une hausse de prix. Parce qu'évidemment, il y a un moment, ils vont devoir monter. Tu peux pas vendre, tu Mhm. peux pas être la plus grosse boîte d'AI au monde et faire une perte de quoi, 5 ou 15 milliards de dollars, je sais pas, en Mhm. un Mhm. an. Il y a un Ouais, moment, ils vont devoir monter les prix, tu vois. Et j'ai ouais. l'impression que ouais, donc ça me passionne pas non plus, tu vois. Bon, Mhm. après, c'est peut-être moi qui suis un peu négatif, quoi, là-dedans. Euh, Il y a aussi, je sais pas comment t'expliques ça en français, mais un espèce de zero-sum game, tu vois, où j'ai Mhm. l'impression que, comme on dit, l'IA est une arme, si tu veux, et si toi, tu l'as, tu as peut-être un avantage sur certaines personnes ou certaines choses, mais, euh, mais ça devient, ben, par exemple, si je veux Mhm. juste envoyer un email,
comme la plupart des gens, moi je pense juste en trois bullet points, je veux juste te mettre trois bullet points, mais je ne veux pas faire ça parce que ça se fait pas pour des raisons de, voilà, c'est marrant, c'est tout. Donc je le Ouais. balance à OLLM Mhm. pour qu'il me tourne ça en cinq paragraphes que je t'envoie. Toi, tu prends les cinq paragraphes, tu les remets dans le LLM pour retirer les. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. J'ai Mhm. l'impression qu'il y a un moment, il y a beaucoup de choses. Maintenant, il y a des IA qui bombardent des départements RH de CV. Alors maintenant, ils Mhm. utilisent une AI pour trier les. Non, attends, ça sert à rien. Mhm. Alors, j'ai pas la solution. Peut-être que c'est pas un problème, je sais pas, mais ça me semble un peu étrange tout ça. Je suis pas sûr que c'est vraiment. On parle vraiment de croissance économique non plus. Mhm. Ouais. Bah, si jamais j'adhère 100% à ton discours, c'était aussi un discours que je tiens personnellement, même si je Hmm, reconnais quand même l'avancée de l'intelligence artificielle, aussi ma petite distanciation par rapport au OpenAI qui est vraiment hmm, devenu juste pour profit, qui était de base devait amener en fait plus de connaissances, mais en fait ils sont complètement fermés et ils vont juste, comme tu dis, c'est juste d'appâter le plus possible et après de vendre derrière. Donc, hmm. ouais. Ouais, ouais. Et puis, bon, excuse mon langage, mais quand tu as une grande gueule comme ça, tu as intérêt à suivre avec tes modèles derrière, et quand ça lâche un peu, tu passes un peu pour un idiot, quoi. J'ai l'impression que c'est un Mhm. peu ça qui se passe avec OpenAI et Sam Altman, tu vois. Ils n'arrêtent pas Mhm. toutes ces grandes théories, toutes ces grandes histoires, ils vont te remplacer, et puis voilà, leurs modèles, ils sont déjà ils sont déjà derrière toute la compétition, là, donc ils arrêtent. Mhm. Ouais, c'est ça. Elle est montée vite, la compétition. Ouais, 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 ouais. Bah écoute, on verra ce que l'avenir nous réserve. Et je crois qu'il faut pas trop s'en faire. Bien que c'est vrai, Ouais. par exemple, Mhm. toi, je vais te poser la question, toi qui as des étudiants, Oui. peut-être qu'il est vrai que ça va être un problème pour les junior devs, ou pour un junior en fait, d'un junior dans presque n'importe quel milieu, tu vois ce que je veux dire. Mhm. Pas tellement parce que ils sont au niveau de l'AI, mais parce que, je sais pas, conceptuellement, les gens croient que tu peux être remplacé par une intelligence artificielle. Je sais pas comment tu abordes ça. Ce que Mhm. tu dis aux étudiants, ce que tu leur dis pas. Alors, non, moi personnellement, donc, j'en parle pas forcément aux étudiants parce que la, la conception, enfin la plupart en fait, la conception qu'ils ont, bon, parce que moi je suis en sciences sociales surtout, des fois je Ouais, donne des cours à des gens en sciences sur R, mais la conception qu'ils ont c'est oh c'est trop cool ChatGPT. Et ça, le niveau de compréhension et de réflexion des fois il s'arrête vraiment à là. Et donc quand je commence à leur parler de ah tiens des modèles alternatifs ou typiquement ah mais qu'est-ce que tu penses de l'avenir de l'IA etc. Enfin ça rentre même pas en considération. En ah fait ouais. j'ai vraiment Hmm. l'impression que c'est plus dans les gens qui sont vraiment consacrés à la tech, parce que c'est bon, c'est une recherche que j'aimerais bien faire aussi, c'est l'utilisateur commun, comment il perçoit l'intelligence artificielle. Et moi, j'ai l'impression que ça va pas juste plus loin que ChatGPT, la version gratos. Et il n'y a pas vraiment plus de réflexion au-delà de là. Donc, enfin, je peux parler de ce genre de choses avec des gens comme toi, ou par exemple Fabrice, David, etc., qui suivent attentivement ce qui se passe. Et j'ai l'impression que c'est vraiment maintenant devenu plus des considérations de personnes qui sont vraiment à cheval et qui suivent, mais que le commun des mortels, si je peux dire ça comme ça, Hmm. ne sont pas vraiment très intéressés par ce qui se passe et savent même pas en fait s'il y aura vraiment des remplacements, etc. Ah ouais, Donc ah ouais. c'est en tout Ah, cas c'est intéressant. le sentiment que j'ai quand je suis avec mes étudiants ou même quand je suis avec des collègues et que, enfin, je le disais dans l'autre Hmm. vidéo du type, ah tiens, hier avec un collègue, je peux parler vraiment de AI parce qu'il était super intéressé. Mais après, quand je parle aux autres, ah ouais, est-ce que vous utilisez Claude ça? Il dit ça. Non, moi, je connais juste ChatGPT, je parle pas Ah d'autre ouais, chose. Donc, ah ouais, ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est vrai, peut-être qu'à mon avis, tu as raison. Peut-être que je suis dans ma bulle de software engineer et qu'ici, on en parle beaucoup. Je sais il y a d'autres métiers, je crois, on en parle designer, mhm. Ouais, alors les designers, vidéo oui. editor, tout ce genre de trucs. Mhm. Traducteur, à mon avis. Mais Ouais, c'est vrai qu'après, il y a beaucoup d'autres milieux où, en fait, les gens, ils en ont rien à foutre. voilà, c'est ça. Alors, c'est vrai que la personne la plus stressée que j'ai vue à ce niveau-là, c'était une traductrice. Bon, après, Hmm. elle avait déjà des problèmes avec les traducteurs automatiques, tu sais, comme DeepL, etc. Ouais, Mais là, maintenant, elle commence à vraiment avoir de plus en plus peur et elle a de moins en moins de contrats aussi. Et donc, voilà, il y a aussi ouais, de ça. ouais, ouais. Mais après, si je retiens ce que tu as dit, donc ta perspective pour les 5-10 prochaines années, c'est que peut-être qu'on aura un autre phénomène dot-com et que, enfin, on aura peut-être moins de juniors pendant un moment et après, lorsqu'on va se rendre compte que peut-être il y aura, je sais pas, enfin, Léa ne remplit pas absolument tout ce qu'on a besoin, on aura de nouveaux des développeurs
Enfin, on aura toujours des développeurs au milieu, mais est-ce que ce serait ça l'idée si je résume? Ouais, je crois plus ou moins. Je crois qu'on est un peu dans une période de hype, un peu comme la dot-com, la bulle Mhm, dot-com là, et qu'il y a un moment où ça va se calmer et les gens vont réaliser qu'ils ont quand même besoin de programmeurs, quoi. mhm. Ok, ben je note en tout cas. Bah, merci pour ta prédiction. Après, c'est moi qui t'ai forcé à faire une prédiction, hein. Non, non, Donc, si qu'elle devienne vraie ou pas, bah, en fait, ça ne tient. C'est que ma faute. non, non, Je ce prends serait la la mienne, mais responsabilité. écoute, on verra. Ouais, on verra. En tout cas, bah, merci On pour ton verra. partage. Et On se rappelle dans 5 ans et on voit si là. volontiers. Et bah, du coup, on arrive gentiment à la fin. Donc, j'aurais deux questions à te poser. Donc, premièrement, est-ce que tu aurais quelques mots de sagesse ou de conseils à donner à notre public? Et la deuxième chose, c'est est-ce que tu voudrais parler de quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, mais qui te tient à cœur? Ah, malheureusement pas. Écoute, pour Mhm. les deux questions, non, je crois que j'ai dit tout ce que. Ouais. Ouais. Le peu de sagesse que j'ai, je l'ai déjà étalé là pendant 45 minutes, je crois. Donc, c'est tout. Et on l'a Ok. bien reçu, hein. Bah, merci beaucoup. Merci. Non, merci beaucoup. Merci beaucoup de m'avoir eu. J'espère juste que ça va être un peu utile ou moyennement inspirant pour quelqu'un ouais, quelqu'un qui aurait un parcours similaire au mien. Ou au tien, j'entends apparemment toi aussi Mhm. tu redoublais, t'as pas terrible à l'école, donc qui Ouais. sait? Qui Ah, sait? bah, qui sait, ça peut peut-être motiver des gens. Ouais, ouais, ouais. Ah, merci beaucoup. Eh bien, bah, c'était Jean-Philippe Cohen qui nous a parlé. Et du coup, j'aimerais aussi partager quelques informations à propos de toi. Donc, tu as ton site internet, tu as aussi une chaîne YouTube. Il y a aussi ton livre que tu écris sur JavaScript for R. Je vais tout lister en commentaire. Est-ce que peut-être tu aurais une autre ressource à partager ou quelque chose, un projet sur lequel tu travailles? Alors, là, je travaille. C'est difficile à expliquer. Non, je travaille toujours sur des trucs qui m'intéressent, moi, du moins. Je suis pas sûr que ce soit Mhm. intéressant pour toi. Mais peut-être que Ok. peut-être que c'est ton. Je sais pas si ça t'intéresse toi. Moi, non, je sais Moi, ça pas. m'intéresse. Euh, Mhm. J'essaie de faire un obfuscator pour R, pour Ah. obfusquer le code, parce que je bosse avec Kennedy aussi là, sur, sur un produit que je veux faire en R et je veux shipper le code en R, mais j'ai pas envie de donner mon source code, donc j'essaie de Mhm. voir si je peux pas au moins le faire, rendre la vie un peu difficile aux gens qui voudraient me piquer le source code en l'obfusquant. Et c'est Waouh. beaucoup plus de travail que, on dirait, je croyais que je pouvais juste faire. Encrypté, un Travailler truc avec comme des ça. strings et puis ouais, mais Ouais. non. Waouh. Ok, ah, mais Voilà. c'est vachement cool. Alors ça, j'ignorais. Enfin, c'est le genre de petite idée que je pense pas du tout. Alors que oui, sur JavaScript, ça existe déjà de Ouais, base. exactement. Et en fait, j'y pensais pas pour rien. Ah, trop cool. Ouais, ouais, j'essaie de faire ça pour R. Il y en a un pour R qui existe, mais enfin, il n'y a pas de code, il n'est pas open source. Il faut upload ton code sur un site internet et j'ai Ouais, pas envie de faire ça, quoi. je comprends. Bah, trop cool. Bah, merci. Alors, comment il s'appelle? Obfuscator, excuse-moi. Ouais, bah c'est encore closed source, je suis encore en train de Ouais, bosser dessus, c'est pas encore fini. ça joue. Bah, peut-être qu'au moment où nos spectateurs regarderont cette vidéo, ce sera déjà sorti. Voilà. Trop cool. Bon, bah, merci beaucoup, Jean-Philippe. C'était super sympa de t'avoir. Une super discussion. Merci à toi, Versin, et merci à tout le monde d'avoir écouté ça jusqu'au bout. Super. Bah, merci beaucoup. Au revoir.